Madame Bovary, Flaubert, la jeunesse d'Emma. Ici le passage est après le mariage avec Charles. Dans un premier temps, nous allons montrer qu'on est en présence d'une critique ironique du romantisme. Dans une deuxième partie, nous allons montrer l'ironie flaubertienne vis-à-vis d'Emma. Dans ce premier temps, nous allons montrer qu'on est en présence d'une critique ironique du romantisme. Premièrement, le texte traite des romans galants avec critique des romans à l'eau de rose, édulcorés. D'abord, on retrouve une référence aux romans galants. On retrouve la critique du goût des romantiques pour les romans sentimentaux et pour le sentimentalisme. Les amants troubles du cœur sanglot, larmes et baisers font partie du champ lexical des sentiments. Ensuite, on constate une certaine ironie. Le narrateur se moque du caractère invraisemblable et exagéré de ces romans à l'eau de rose et de leur caractère répétitif. Ce n'était qu'amour, amant, amante, c'est un présentatif à valeur restrictive. Ces romans ne parlent que d'amour et uniquement d'amour. C'est restrictif et répétitif. On retrouve une répétition avec amour, amant, amante qui sont des mots de la même famille. Il s'agit ici d'une seule phrase, c'est une longue accumulation. Postillon contu à tous les relais, chez Page. Cela montre une critique du caractère répétitif et convenu, le lecteur sait déjà à quoi s'attendre. Il y a un parallèle au niveau de la construction de ces deux phrases entre les relais et les pages, ce qui est ironique, car le relais est un élément de l'histoire alors que la page est matérielle. On désigne les auteurs de romans galants. Roman galant, c'est un nom péjoratif et indéfini. Il y a une moquerie des clichés avec « messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes ». C'est une description paradoxale du héros de roman galant. En effet, brave va à l'inverse de douce ou pleure et lion va à l'inverse. C'est une comparaison dévalorisante donc de l'ironie. On peut faire un raccourci avec urne qui mène à la mort et aux pleurs. La comparaison comme des urnes souligne le côté invraisemblable. Toujours bien mis est aussi invraisemblable, bien qu'il se soit battu, il a toujours un physique irréprochable. Nacelle au clair de lune signole dans les bosquets donne un côté édulcoré des clichés romantiques. Les naïves, une larme sur la joue, becquetait une tourterelle à travers les barreaux d'une cage gothique, ou souriant la tête sur l'épaule, et feuille à une marguerite de leurs doigts pointus, retroussés comme des souliers à la poulaine. On remarque des termes péjoratifs comme naïf ou becquetait ce de l'ironie. Doigts pointus, retroussés comme des souliers à la poulaine est une comparaison péjorative. On peut remarquer une allitération en « s » qui souligne le caractère édulcoré. Deuxièmement, le texte traite des romans historiques. D'abord on a des références aux romans historiques. Les romantiques ont un goût pour les sujets historiques et plus particulièrement pour le Moyen-Âge, période qui fut dénigrée par le mouvement classique, auquel s'oppose l'esthétique romantique. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'est pris de choses historiques. Walter Scott est un écrivain célèbre au XIXe siècle de romans historiques comme Ivanhoe. Salle de garde, ménestrel, vieux manoir, châtelaines, ogives, donjons sont des mots qui font partie du champ lexical du Moyen-Âge. Marie Stuart, Héloïse, Agnès Sorel, la belle ferronnière, Clémence Isaure, Jeanne d'Arc montrent qu'il y a une accumulation de noms de femmes du Moyen-Âge. Il y a des Françaises et des Anglaises. Les romantiques ont un goût pour l'Angleterre. Marie Stuart était une reine d'Écosse, assassinée par sa sœur Élisabeth. Héloïse est connue pour la correspondance d'Héloïse et d'Abélard. Agnès était la maîtresse de Charles III, on pense qu'elle l'a empoisonné. La belle ferronnière était la maîtresse de François Ier. Clémence d'Air. Ensuite on retrouve à nouveau une certaine ironie. On remarque des sous-entendus péjoratifs avec choses historiques. Cela crée une distanciation péjorative et donc de l'ironie. On remarque aussi une moquerie du fait qu'il n'y a aucune cohérence. Jeanne d'Arc, plus perdue dans l'ombre et sans aucun rapport entre eux, Saint-Louis avec son chêne, Bayard mourant, quelques férocités de Louis XI, un peu de Saint-Barthélemy montre qu'il n'y a aucune cohérence dans l'énumération des personnages historiques. Un peu de exprime une distance péjorative. C'est une expression qui est réductrice, qui rappelle les formulations de recettes de cuisine que tous les romans historiques sont sur le même modèle. On remarque aussi une moquerie du fait que les œuvres sont construites autour des mêmes clichés avec « Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs », à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir.
Il y a un certain nombre d'éléments qui relèvent du cliché Yves, plume blanche, cheval noir, long corsage. Cette expression est une périphrase qui a pour but de montrer que la jeune femme attend, mais c'est aussi une paraphrase qui les rend ridicules en leur donnant un côté figé, le coude sur la pierre, le menton dans la main. Ce cliché appelle d'autres clichés pour le lecteur, on imagine c'est le lecteur, on imagine ces châtelaines en haut d'une tour. On glisse presque dans le domaine du conte. Le roman historique est discrédité comme relevant davantage du conte que de l'histoire. Troisièmement, on peut remarquer une critique de l'exotisme. D'abord, on retrouve de nombreuses références à l'exotisme. L'exotisme plaît, si on voyage et au rêve pour les romantiques. Cet exotisme est illustré par les termes « Sultan Bayader Djiaour ». Une Bayader est une danseuse sacrée indienne. Les sultans viennent de Perse et les Djiaours de Turquie. Ensuite on remarque que cela est teinté d'ironie. Et vous y étiez aussi, sultan. Ici aussi, souligne l'accumulation ironique de tous ces clichés. Djiaour signifie veau, c'est une insulte turque pour désigner les incroyants. On peut s'étonner de la présence de ce terme dans l'accumulation des sultans et des danseuses. C'est ici la subtilité de l'ironie flaubertienne puisqu'à travers ce terme il souligne le fait que pour la couleur locale et non pour le sens. Le caractère invraisemblable de la description de ces gravures qui sont un assemblage hétéroclite et invraisemblable et qui séparément appellent à l'exotisme. Il y a une opposition entre lion qui vient d'Afrique et tigre qui vient d'Asie, une opposition entre palmier et sapin, une opposition entre minaret du Maghreb, et ruines romaines d'Italie. Ce sont des architectures qui ne vont pas ensemble. Forêt vierge bien nettoyée est un oxymore. C'est une idéalisation de la nature. Cette accumulation d'éléments dans cette description la rend totalement inimaginable au lecteur, ce qui a deux effets, elle est improbable, et d'autre part elle fait écho à d'autres descriptions comme la casquette ou le gâteau qui était lui aussi une parodie du goût des romantiques. Quatrièmement, on a une critique de la poésie lyrique. D'abord on retrouve des références à la poésie. On peut constater des références à Lamartine avec « Méandre lamartinien les harpes sur les lacs toutes les chutes des feuilles ». Ce sont uniquement des poèmes de méditation poétique. On retrouve souvent chez les romantiques des allégories. Flaubert fait référence à Lamartine et s'attaque directement au chantre du lyrisme romantique. Dans la correspondance de Flaubert il est dit « Lamartine est un esprit eunuque, la couille lui manque, il nage à l'eau claire ». Il reproche à Lamartine d'avoir fait dans l'excès sentimental. Ensuite on retrouve le côté ironique. Méandre lamartinien est un terme péjoratif. En effet, méandre est une nuance péjorative. Elle écouta les harpes sur les lacs, tous les chants de cygnes mourants, toutes les chutes de feuilles. Les chutes de feuilles. Les chutes des feuilles ne font pas de bruit. Il y a un autre hyperbolique, c'est improbable donc ironique. L'éternel discourant dans les vallons. Le E majuscule à éternel est une majuscule emphatique en décalage ironique avec le verbe discourir impropre et péjoratif pour parler de Dieu. En parallèle, cette moquerie de Lamartine, on la retrouve quand Emma et son amant se promènent le long du lac où il cite la première phrase du poème Le Lac. Dans cette deuxième partie, nous allons montrer l'ironie flaubertienne vis-à-vis d'Emma. Emma est romanesque, elle lit beaucoup de romans, or les romantiques ont mis à la mode le roman au XIXe siècle. Premièrement, la littérature devient une nourriture pour Emma. En effet, c'est la lecture qui nourrit son existence, elle se nourrit de fiction. Elle avalait de longs chapitres, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. On remarque le champ lexical de la nourriture. Elle semble être une boulimique de la lecture. Elle voue un culte excessif aux héroïnes de romans. Elle eut dans ce temps-là le culte de Marie Stuart, et des vénérations enthousiastes à l'endroit des femmes illustres ou infortunées. Ici avec culte, vénération enthousiaste on a une utilisation d'un vocabulaire spirituel et religieux qui fait qu'Emma les considère comme des déesses. Il y a un côté excessif et donc ironique. Troisièmement, on retrouve une identification excessive aux héroïnes de romans. Quand sa mère mourut, elle pleura beaucoup les premiers jours. Emma fut intérieurement satisfaite de se sentir arrivée du premier coup à ce rare idéal des existences pâles, où ne parviennent jamais les cœurs médiocres. Elle a une antithèse, une opposition entre la tristesse liée à la mort de sa mère et la joie de ressentir un sentiment propre aux héroïnes de romans, la tristesse. Elle est heureuse de réussir à être bien triste que quelque chose se passe dans son existence.
Progressivement elle finit par se détacher du monde réel. On ressent clairement une ironie de fer vis-à-vis d'Emma et du romantisme. Néanmoins Flaubert, auteur réaliste, a été comme Emma. En effet il s'est, dans sa jeunesse, identifié au personnage de ses héros romantiques. La conception de la vie, de l'amour et de l'amant parfaits est nettement influencée par ces romans romantiques qui sont édulcorés et idéalisés. Emma va être déçue de sa vie et de son mari qui eux sont ancrés dans le réalisme et dans une forme de médiocrité. C'est pourquoi elle prendra des amants, elle choisit ses amants, car elle a l'impression qu'ils correspondent aux héros romantiques. Or ces derniers sont tout aussi médiocres. En effet Rodolphe s'est lassé dès l'après lui avoir qu'ils allaient s'enfuir ensemble et Léon aussi est hypocrite, car il manque de courage.